il est là. Regardez. En fait, je le voyais dans ma tête. Donc, en fait, ça, c'est mon storyboard. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, Et on voit. j'avais fait, en fait, tout le film, moi-même, Oh, en waouh. petits dessins. Et si vous regardez, d'ailleurs, c'est marrant, ça, c'est la première séquence. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait. Can she be late for her Pardonnez-moi dinner? d'interrompre un instant la musique, mais nous avons un invité de marque que j'aimerais accueillir comme il se doit. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir une immense comédienne, mais également une scénariste et réalisatrice, Barbara Schulz. Bonjour Barbara, comment allez-vous? Eh ben, pas mal, parce qu'il pleut. Je suis hyper contente parce qu'il pleut. Alors que je me lamentais depuis des semaines parce qu'il pleuvait. Ben là, comme le film est sorti, évidemment, et que le jour où le film est sorti, il a fait très, très beau. Là, quand la pluie revient, on est content. Ah oui, ça va attirer un peu les gens dans les salles. Même si, malgré le soleil, ils sont là. Mais c'est encore mieux quand il pleut, quoi. Ah Voilà. bah évidemment. Bon bah c'est bien, on vous souhaite beaucoup de pluie alors. Oui, c'est ça. Votre premier long métrage justement du coup, Le secret de Khéops, c'est sorti mercredi dernier. Est-ce que vous pouvez déjà revenir sur la genèse du projet? C'est un film dédicacé à votre père. Quelle est l'histoire derrière? Euh, eh bien, j'ai réalisé un court-métrage en 2018, enfin 17. Et c'était 4 jours de tournage, de prépa évidemment avant, et c'était une révélation, l'impression de trouver ma place, la place en tout cas de mon point de vue à moi. Après, du point de vue des autres, c'est subjectif, mais la mienne en tout cas, voilà. Et donc, qu'une idée en tête recommencer. Et c'est vrai qu'un premier film, enfin, j'ai l'impression, c'est pas un film de commande, c'est un film personnel. Donc, j'ai un peu tourné autour de mon histoire familiale. Et parallèlement, j'avais commencé à écrire sur une idée que j'avais eue, tout simplement parce que bon, j'adore l'histoire, j'adore l'Égypte. Je voulais être égyptologue quand j'étais petite et je m'étais amusée à écrire un film que j'aimerais voir moi en tant que spectatrice. Parce que ça me paraissait trop ambitieux comme premier projet pour premier long métrage, qui serait le film d'aventure. Alors, évidemment, j'ai vu Indiana Jones quand j'étais petite, mais j'ai aussi vu beaucoup de films de Broca ou de Rapneau ou de Pierre Salvadori. Et donc, un film avec une ambition plus modeste que Spielberg. Déjà parce que je pensais que j'aurais moins de budget. Mais un film d'aventure plus intimiste, on va dire, voilà. Plus français, sans que ça soit péjoratif, mais voilà. Et on était plus près de Baiser volé de Truffaut que de Benjamin Gates, vous voyez. Une aventure comme ça de gens qui ne sont pas faits pour, pas forcément à part peut-être un héros, mais tous pour l'aventure et qui ont une forme de maladresse. Et moi, c'est ce qui me réjouit quand les personnages voilà, sont un peu maladroits. Voilà. Et donc tout ça, j'ai perdu mon père il y a 20 ans. Je vous mets tout dans le Vous mettez shaker tout qui fait dans que ça a donné ce film. Et, et je me suis rendu compte que j'avais envie d'écrire. Oui, c'est ça qui m'animait parce que je l'avais écrit sous une autre forme juste avant, un film que j'ai jamais fait, une réconciliation entre un père et sa fille. Et tout d'un coup, en fait, les deux se sont juxtaposés. Et alors qu'au départ, c'était plus un grand-père, un petit-fils, finalement, c'est devenu une réconciliation père-fils sur fond de trésors égyptiens cachés à Paris. Voilà. Alors, vous avez abordé beaucoup de choses sur lesquelles on va revenir pendant l'interview, notamment Benjamin Gates. On y fera un petit clin d'œil tout à l'heure. Avant, je voulais juste savoir un petit peu, justement, vous en avez parlé, vous vouliez être égyptologue. C'est quoi votre rapport à l'égyptologie? Mon rapport à l'égyptologie, on va dire que quand j'étais en sixième, j'ai eu une dictée où j'avais eu 0 sur un extrait du roman de la momie de Théophile Gautier. J'étais nulle en orthographe, c'était hyper dur, mais en revanche, le livre m'avait totalement captivée. Je ne sais pas si vous le connaissez, l'histoire d'archéologue qui découvre un tombeau où il y a une momie, dans un tombeau de roi, il y a une momie de femme parfaitement conservée. Et dans ces bandelettes, il y a son histoire et on explique pourquoi elle s'est retrouvée à la place du pharaon. Et le jeune égyptologue tombe éperdument amoureux de cette femme morte, donc 3000 ans plus tôt. Et c'était assez magique. Et on va dire après, oui, une révélation. J'ai étudié à l'école. Moi-même, on m'offrait des livres sur la mythologie égyptienne. Je rêvais d'aller en Égypte, mais j'ai réalisé ce rêve au tout début de l'écriture du film, et c'était un hasard d'ailleurs. Voilà, l'Égypte a un pouvoir d'attraction, une fascination quand même sur beaucoup de gens. Et puis, voilà, c'était ce rapport-là. Quand des films qui parlaient un peu d'Égypte, j'ai une forme de fascination
pour ça, quoi, pour ce... Donc, le premier, La Momie, ou même vraiment le premier Indiana Jones. Mm. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de... C'est le pays... c'est toute cette civilisation qui est ensablée, qu'on a découverte partiellement, dont on a percé le langage qu'au 19e siècle. Les photos, moi j'ai lu aussi toutes les correspondances de Flaubert. Il était avec Ducamp, qui était son camarade, et il a fait des photos graphiées en noir et blanc extraordinaires de tous ces temples ensablés. Il y a vraiment quelque chose qui est du domaine du rêve et de l'imaginaire absolu, quoi. Ouais, un petit peu mythique, mythologique qui fait rêver. Et alors après, du côté de l'histoire, on se demandait, du coup, il y a quand même l'histoire, quelle distance vous avez pris avec la véracité historique? Comment vous avez... est-ce que vous avez peut-être fait appel à des historiens pour vous aider? Non, j'ai fait les recherches historiques absolument toute seule. J'adore ça. Et moi, ce qui me plaisait, c'était effectivement de faire comme ce que peuvent faire un Benjamin Gates ou un Da Vinci Code, ou voilà, c'est-à-dire de tisser autour de faits réels une histoire imaginaire, d'inventer. Mais moi, ce qui me plaît quand je vois un film comme ça, c'est quand après je vais sur Internet et je dis, par exemple, si vous tapez y a-t-il des momies sous la Bastille, vous allez voir il y a des momies sous la Bastille. Voilà, c'est une légende en tout cas qui court. Toute cette histoire de corps des martyrs enterrés dans la fosse commune, des jardins. Enfin, il y a plein de choses. J'ai pris plein de faits réels. Et d'ailleurs, on va dire que 80% des choses qui sont dites dans le film sont vraies. Quand je parle de Dominique Vivant de Non, qui est reparti le premier, qui a été nommé premier directeur du Louvre et personne n'a compris, qu'il a démissionné. Tous les faits, toutes les dates prononcées, tout ça, c'est vrai. Après, ce que j'ai fait relire mon scénario par un historien napoléonien et par un égyptologue, où d'ailleurs, c'était très, très amusant parce que leurs paroles d'experts, par moments, j'avais pris pas des libertés, mais en tout cas, ils m'ont recadré, ou même parfois, ils m'ont donné des éléments nouveaux. Voilà, que j'ai intégré au projet. Mais non, je sais pas, quand j'étais petite, j'avais lu Astérix et Obélix, et quand j'avais vu qu'Obélix, dans d'un dessin, on voit que c'est lui qui pète le nez du Sphinx. Je me souviens de cette naïveté d'enfance où je m'étais dit, oh, c'est Obélix qui a cassé le nez du Sphinx. Bon, évidemment, je sais très bien que c'est pas lui. Mais vous voyez, quand tout d'un coup, on a une lecture sur quelque chose une œuvre imaginaire, un livre, une BD, un film, et qu'on a on a un petit effet magique où on se dit, attends, c'est les héros qui ont provoqué ça que je connais, qui ont eu cet impact en fait sur quelque chose d'historique. Et donc moi, dans le film, par exemple, je me suis amusée il y a une tombe à un moment au Père-Lachaise, qui, à l'époque où elle a été créée en 1820, 25. C'était la tombe donc d'un des personnages que j'évoque dans le film. Elle avait, c'est une statue grandeur nature qui tenait dans sa main une sorte je vais vous montrer, de stylo comme ça, et le stylo a été assez rapidement cassé. Et moi, je me suis amusée à le remettre et à le faire casser par mes héros. Ouais. Ce qui fait que je me suis dit, après, si le film marche et que les gens vont au Père-Lachaise, ils se diront, oh, c'est Christian Robinson et sa fille qui ont cassé Le vous voyez, stylo de voilà, DVD. c'est voilà, tout ça, le vrai et le faux, quoi. Voilà. Ok. Et alors du coup, est-ce que vous pensez que le trésor de Khéops est vraiment caché à Paris? Écoutez, je ne l'ai pas trouvé en faisant toutes ces recherches pour l'écriture du film. Euh, on ne sait pas. Il y a des choses un peu incroyables qui sont découvertes tout le temps. Regardez quand ils ont fait des fouilles sous Notre-Dame pendant la Restauration, qu'ils ont trouvé ce sarcophage qui contiendrait les restes de ce poète Joachim du Bellay. Il y a des choses surprenantes. Ce dont je m'inspire dans le film pour raconter que le trésor de Khéops a été déplacé, ça en revanche, c'est vrai. D'ailleurs, quand j'étais en Égypte en 2020, c'est comme ça que j'ai trouvé cette histoire. Il y a dans la Vallée des Rois, enfin au musée du Caire, il y a plein de momies de pharaons très connus, Ramsès II, Séti Ier, il le dit d'ailleurs dans le film, qui ont été trouvés au 19e dans une cage dans la montagne, parce qu'à l'époque à l'époque où ils ont été enterrés, pour éviter les pillages, parce que les tombes étaient pillées assez rapidement après les inhumations, des prêtres avaient vidé plusieurs tombes de pharaons et avaient tout mis dans une autre cage qui, elle, n'a été trouvée que par hasard au 19e. Voilà. Donc, on ne sait pas, peut-être qu'on va le trouver. Peut-être. Mais en tout cas, à Paris, ça serait quand même dingue. Voilà. Ça serait quand même fou. Alors maintenant, parlons de cette relation père-fille qui a au cœur de votre chasse au trésor. Comment vous avez voulu construire cette relation, construire ces personnages? Comment j'ai voulu les construire? Bah, écoutez, heureusement, j'étais aidée parce que c'est toujours difficile quand ça part de soi.
enfin, moi, j'ai trouvé ça, d'avoir la bonne distance, de pas rester littéralement dans ce qu'on a vécu et de le transformer pour en faire autre chose. Et là, j'avais un extraordinaire scénariste de ciné, enfin, un grand scénariste qui s'appelle Jérôme Tonnerre, qui m'a qui m'a aidé là-dedans. C'est un des premiers d'ailleurs quand il a lu le document qui m'a dit ça serait peut-être intéressant de d'approfondir cette histoire d'archéologie familiale et de la tisser à la grande histoire. Non, bah, j'avais des inspirations. Il y avait un film de Rapneau que j'adore avec Yves Montand et Isabelle Adjani qui s'appelle Tout feu, tout flamme, où on a un personnage un peu foutraque, en même temps brillant et en même temps charmant et très agaçant euh, du point de vue des enfants, qui sait charmer tout le monde et la terre entière, qui se retrouve dans une situation un peu compliquée qui a été adoré par ses enfants quand il était jeune, enfin que les enfants étaient jeunes. Et c'est en fait un schéma assez classique, Mm. voilà, dans beaucoup de narrations d'enfance comme ça, avec des pères comme ça, et même des pères moins flamboyants. Souvent, on adore nos parents quand on est enfant. Quand on est ado, ils commencent un peu à nous tendre. On les juge, quoi. Et quand on est adulte et qu'on devient soi-même parent, on leur pardonne. Donc tout ça, il fallait le faire un peu en accéléré sur 1 heure et demie. Mais c'était un peu le schéma. Voilà, une phase Ouais. où on s'agace, on se fait un peu la gueule, euh, des retrouvailles autour d'une quête commune et puis des véritables retrouvailles à la fin. Voilà. Il y a un peu un jeu de miroir entre les deux. Exactement, c'est ce que j'allais vous dire aussi. Une fille qui se construit en opposition pour ne pas reproduire ce qu'elle a subi quand elle était enfant et en même temps, on est les enfants de nos parents. On a beau se construire en opposition, il y a plein de choses qui ont infusé en nous. Et on a beau faire, Mhm. la sagesse, c'est de savoir le voir et de l'embrasser quand il faut, quoi. Et alors, le personnage de Christian Robinson, est-ce qu'il était déjà euphorique comme ça quand vous avez écrit le scénario ou est-ce que ça, c'est la petite touche à Fabrice Lucchini? Non, non, il l'était déjà. Ah, vous l'aviez construit. Oui, oui, il était clairement. C'était Fabrice. Quand je lui ai proposé, c'était vraiment une évidence parce qu'il a cette exubérance, cette passion. Il est engagé, il est investi par tout ce qu'il fait, que ce soit au théâtre ou par les causes qu'il défend ou quand il prend la parole, il y va à fond, quoi. Ouais. Et moi, j'avais besoin que cet égyptologue, quand même, moi, ça me faisait rire, un gars qui dit avec beaucoup d'assurance, c'est le trésor de Khéops, c'était à Paris, je te le ramène en Égypte. Ouais. Euh, je voulais, et c'était important que même dans un premier temps, on le prenne pour un fou ou un original. C'est ça qui m'amusait, que même nous, spectateurs, moi, je voulais engager le spectateur. Moi, j'aime pas trop les chasses au trésor où on a l'impression que c'est évident. Alors après, bon là, ça c'est sur 1 heure et demie, donc évidemment, on peut pas faire flotter trop longtemps, c'est comme ça. Mais il y a quand même une petite période, quand il arrive à Paris, où les gens ne le prennent pas au sérieux, ils sont amusés. Ça paraît peu probable. Et pourtant, lui, il y croit dur comme fer, il est persuadé. Donc Fabrice était le casting idéal. Mm. D'ailleurs, bah, c'est là où je reviens sur Benjamin Gates, mais dans son interprétation, on pense pas mal à Nicolas Cage dans les Benjamin Gates. C'était donc une inspiration, j'imagine. Pas vraiment. Ah non. Je me dis, c'était plus du Yves Montand dans le film de Rapneau que Benjamin Gates. Euh, mais de toutes les façons, il y a plein d'exemples comme ça de héros flamboyants qui sont, vous voyez, The Lost City of Z. On a aussi un personnage comme ça, totalement animé par. Mais vous lisez la biographie de Magellan par Stefan Zweig. Tous les grands explorateurs voyaient des choses et avaient des certitudes que les autres n'avaient pas. C'est le principe du héros aventurier. Mm. Et Donc, et c'est pour ça d'ailleurs que Lucchini, qui doutait, mais je suis pas un aventurier, je dis bah si, tu as toutes les caractéristiques en tout cas de l'aventurier. ouais, faut de l'ambition, de l'envie, un peu de folie, et on a un bon aventurier. Voilà. Alors, comment vous avez composé le reste du casting qui entoure ce personnage? Écoutez, je n'avais qu'une ambition, c'était engager tous mes potes. Voilà, je vous le dis franchement. Ça fait 30 ans que je fais ce métier. Des bons acteurs, j'en ai beaucoup autour de moi. Des acteurs qui font moins de cinéma que d'autres. Parfois, c'est un peu tout le temps les mêmes. Il y a des phénomènes de mode, de période. Et alors moi, non, je ne voulais prendre que les gens que j'aime. Pour plein de raisons. D'abord, je l'ai vérifié. Quand on travaille avec des gens qu'on aime et qui vous aiment,
On a gagné déjà beaucoup de temps. Ils sont dans un état généreux, ils sont en confiance, on sait ce qu'ils sont capables de faire. Enfin, voilà, quand un tournage, ça va vite, on n'a pas beaucoup de temps de répéter. Donc voilà. Et de manière plus aussi symbolique et personnelle, c'est un film qui traite d'archéologie et moi, j'ai mis mes secrets à moi aussi dedans. Mes secrets, ce sont les acteurs que j'aime. Je dédie ce film à mon père, mais le lycée d'où Fabrice Lucchini extrait son petit-fils s'appelle le lycée Jérôme Savary, qui est la première personne qui m'a confié un très grand rôle, alors que j'étais rien au théâtre. Et d'ailleurs, on enchaîne sur un plan avec le, 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 le théâtre de Chaillot, où j'ai fait mes premiers grands rôles. Mhm. Dans le café, le monsieur qui dresse la tête quand le petit fait mine de ne pas savoir qui est Bonaparte, bah, c'est le réalisateur Pascal Thomas. Les tableaux qu'on voit au mur dans la maison, c'était les tableaux que mon père peignait. Toutes les photos qu'on devine floues au fond, c'est toute ma famille. Euh, voilà, j'y ai mis plein de petites graines. Voilà. Et donc, le reste du casting, je vous dis, il y a tout le Shakespeare, il y a toute la troupe de Shakespeare qui m'ont supporté pendant 3 ans à m'entendre dans mes up and down, à pas savoir si le film allait se faire, s'il va se faire, pas se faire, qui m'ont vu écrire dans toutes les loges, tous les trains, tous les bus, qui m'ont supporté, soutenu. Donc, je trouvais ça beau de leur mettre un rôle là-dedans. En fait, il y a toute une chasse au trésor dans le film, autour de Voilà. vous. Il y a Victor Hugo qui m'a accompagnée pendant le confinement. Il y a plein de choses très personnelles, voilà, contrairement aux apparences d'un film d'aventure familiale. D'où le choix aussi de Julia Piaton pour le rôle d'Isis. C'est parce que c'est une amie à vous? Non, alors Julia, c'était la seule que je connaissais pas. Euh, mais Alors je pourquoi vous la avez choisi connaissais. Julia du coup? Comment? Pourquoi vous avez choisi Julia? Parce que de toutes les actrices de sa génération, c'était celle qui clignotait le plus fort pour moi. Elle est, euh, elle est extrêmement douée. Elle dégage quelque chose d'extrêmement généreux, solaire, empathique. Elle a une lumière, elle est d'une beauté renversante, elle est douce et en même temps, je savais qu'elle allait tenir la dragée haute à Fabrice Lucchini. Elle est très inventive. Non, elle a toutes les qualités. Pour moi, c'est une immense actrice. Voilà. Et donc, elle a l'apanage des grandes actrices hollywoodiennes de comédie burlesque. Mais pour moi, c'était très important que ces acteurs-là aient avant tout un souci de sincérité, même s'ils ont ce talent de la comédie. Et elle a ça. Elle est sérieuse au fond. Voilà. Elle n'a pas juste envie de faire marrer. Elle embrasse le personnage, l'enjeu des scènes avec beaucoup de sérieux. Et à côté, après, elle s'envole. Donc, voilà. C'est devenu mon Antoine Douanel d'ailleurs. Moi, je me compare pas à Truffaut, mais en tout cas, dès que maintenant je pense à un projet, je me dis OK. Mais voilà, toutes les actrices, Camille Japy, Marie Denarnaud, Léna Bréban, font partie de mes meilleures amies. Et alors vous, en tant qu'actrice, est-ce que vous aussi vous vous êtes posé la question de jouer dans votre propre film? Non, jamais. Pas du tout envie. Pas du tout envie d'abord qu'on puisse même me soupçonner de vouloir faire ce film pour me mettre en scène, moi. C'est-à-dire que véritablement, mon envie, c'était une envie de cinéma, quoi. De cinéma à la place de celui qui regarde et qui a un point de vue et qui choisit les cadres et qui. Donc, et en plus, peut-être que si j'étais partie sur un film beaucoup moins cher et plus petit, avec une unité de décor, quelque chose de plus. Peut-être. Mais il était à la fois personnel et à la fois loin de moi. Et voilà, il y avait trop d'enjeux de toutes sortes. Non, j'avais envie de. Je ne pouvais pas ne serait-ce diriger les acteurs et en même temps les regarder, être avec eux au milieu de la scène. J'avais besoin d'avoir la distance globale. Non, j'avais pas du tout envie. Ok, c'est donc votre premier long métrage en tant que réalisatrice. Comment est-ce que vous avez travaillé la mise en scène? C'était quoi votre volonté au niveau de l'image, du son? Attendez, je vais vous montrer un truc si je l'ai là. Ah non, je ne l'ai pas là. Attendez, si je peux être là. Ah, non. Si, j'ai là. Regardez. En fait, je le voyais dans ma tête. Donc, en fait, ça, c'est mon storyboard. Je ne sais pas si vous voyez. Ah oui, on voit. Et j'avais fait, en fait, tout le film moi-même. Oh, waouh. Petit dessin. Et si vous regardez, d'ailleurs, c'est marrant, ça, c'est la première séquence. Bah, c'est exactement ce qu'on a fait.
Bon, après, j'étais très, 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 très bien accompagnée par Guillaume Schiffman, qui est un immense chef opérateur. Mais vous voyez, voilà, c'était. Mais en fait, moi, c'est un truc que je ressens très souvent quand je vois un film. Dire que j'aime la mise en scène, c'est si comment dire, mon rythme cardiaque et ma respiration ne sont jamais heurtés, ou ma sensibilité, c'est-à-dire que je m'explique. Euh, Par moments, je vois des films et je fais, mais non, là, j'ai envie d'être près. Mais Mm. pourquoi on est prêt là? J'ai envie d'être loin. Vous voyez? Et donc, vraiment, je fermais les yeux et je voyais le film dans ma tête, quoi. Voilà. Ouais, vous Donc, je le l'aviez déjà dessinais. dessiné. C'est vraiment dans le ressenti, c'est ça? Ouais, c'est dans le ressenti. Après, euh, comment vous dire? J'aime beaucoup Pierre Salvadori, j'aime beaucoup les premiers Clapiche. Il y a beaucoup, il y a assez rapidement un groupe de personnages. Donc, par exemple, je savais que à part dans certains moments plus intimes et sensibles, moi, j'adore les comédies d'aventure où c'est peu découpé. Mm. J'aime bien, et même pas que dans les comédies d'aventure, dans la comédie, vous voyez, par exemple, dans un film que j'adore, qui est ma référence absolue en comédie, c'est Tootsie. Euh, c'est un régal pour moi, les scènes où on filme toute la partie où ils sont en train de filmer comment dire, l'espèce de série, la novella, là. Et finalement, vous regardez, il y a peu de gros plans et c'est beaucoup de scènes d'ensemble. Et moi, j'aime autant voir les personnages qui parlent, mais voir les réactions de ceux qui sont au fond. J'adore les fonds de plan. L'innocent de Louis Garrel, l'innocent aussi avec Louis Garrel. J'adore ce film. Ça, vraiment, j'étais réjouie quand j'ai vu que ça sortait et que ça marchait, parce que justement, j'essayais d'expliquer à mes producteurs qu'on était plus près d'un innocent de Louis Garrel qu'un Benjamin Gates, Oui. ou même à l'époque, voilà, il y avait un film qui sortait qui s'appelait Jacques Mimoun, qui était une histoire de chasse au trésor, et moi je leur disais, moi, je suis plus de la famille de l'innocent que de Jacques Mimoun. Et ils rigolaient, ils me disaient, oui, mais enfin quand même, l'autre, c'est plus. Et je dis, non, 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 je vous assure, voilà. Et voilà. Donc, c'était- voilà, j'aime beaucoup quand les personnages chutent, mais au lointain. J'aime quand quelqu'un dit un truc énorme au premier plan et qu'il y a quelqu'un au fond qui fait genre, qu'est-ce qu'il dit? Voilà, Ouais. j'aime les sensations de groupe comme ça. Voilà. Et alors, votre film, il jongle entre plusieurs tonalités. Parfois, on est vraiment dans l'aventure, parfois, on est dans la pure comédie. Je pense par exemple à la scène du brossage des dents avec les trois garçons. Comment vous avez géré ces différentes ruptures de ton? Ça, c'était une envie dès le départ. Et ça, c'est vraiment quelque chose, je vais devenir militante de ça parce que moi, j'ai une passion pour alors, on appelle ça les comédies à l'anglaise, mais par exemple, si vous prenez un film comme Billy Elliot, Billy Elliot, j'ai le souvenir, quand je pense au film, d'avoir été émue, d'avoir ri et d'avoir le cœur par moments ouvert. Et Hmm. mais je comprends pas trop pourquoi il faudrait choisir entre papa et maman en permanence, parce que même nous, dans la vie, enfin, vous tous, nous, j'imagine que dans une seule journée, il vous arrive d'avoir un fou rire extraordinaire dans une situation complètement dingue, et 3 heures après, de voir un truc qui vous bouleverse ou d'apprendre une nouvelle qui vous retourne, ou même d'avoir un truc pas cool. Euh, Pourquoi est-ce qu'il faudrait toujours que le cinéma n'ait que cette couleur-là? Et d'ailleurs, enfin, moi je suis un peu cinéphile, mais enfin, même Chaplin, quoi. Que vous prenez les temps modernes, que vous preniez les lumières de la ville, on rit et on pleure. Le Kid, c'est pareil. Il y a plein de grands films et grands cinéastes qui savent l'appartement de Billy Wilder. Enfin, je prends des vieux trucs, mais même chez Nakache Toledano, Hmm. on n'est pas obligé toujours d'être dans une pure comédie où on sent clairement par la DA, par le ton des acteurs, les vannes multiples. Et en même temps, je suis très cliente de ça. Hein. J'adore. Hein. J'adore alibi.com, j'adore Babysitting, les frères Farelli, toutes ces comédies-là, j'adore aussi. Mais vous voyez, les Judas Pato, par exemple, c'est un peu plus nuancé. Aux 40 ans est toujours puceau. À la fois, on est hyper ému pour le gars et par moments, on a des éclats de rire. Je, je, dès le départ, j'ai voulu ça. Et après, je me suis dit, mais en fait,
pour moi, la base, c'est l'état et la sincérité des acteurs. Si un acteur, quand je lui demande de jouer une scène qui a l'air en apparence burlesque, comme par exemple quand Johan Dionnet débarque, qui pense qu'il y a un mec à l'étage, et ben, je peux vous dire que l'acteur, moi, il me fait hurler de rire dans la scène, mais il était en larmes. Et je ne tenais qu'à ça. Mm. Julia, quand elle se fait virer et qu'elle se marre parce que on lui dit que son mari est potentiellement suspecté de trafic international d'antiquités. Je lui dis, écoute, tu me l'as fait comme tu veux. Le seul truc qui m'importe, c'est ton état. Et l'état, c'est quoi? Tu as passé une nuit blanche, tu étais chez les flics, donc tu es à fleur de peau, ça tremble à l'intérieur, tu es épuisé. Et voilà, donc moi, je pense que tout est possible à partir du moment où l'état est juste et la sincérité des acteurs. Voilà. C'est ça la recette pour gérer les changements de ton comme ça? Après, je vous dis pas que je me suis pas plantée. Bon, c'est un premier film, hein. Il y a certaines nuances que j'ai dû apporter après, et c'est ça qui est extraordinaire avec un film, c'est qu'on peut rattraper plein de trucs. Moi, déjà en comédienne, je l'avais vu à la post-synchro. Il y a plein d'acteurs qui n'aiment pas, mais moi, j'ai toujours adoré ça. C'est hyper intéressant de revoir une séquence qu'on a fait où de l'intérieur, on a eu l'impression qu'on y mettait une intention, et quand on regarde, eh ben, elle n'y est pas, ou elle n'est pas assez forte. Et donc, de pouvoir modifier ça à la post-synchro. Donc, notamment avec mes méchants. Je les avais peut-être un peu trop fait marrant à l'écriture et même au tournage. Et j'ai redressé le dosage euh, par le montage, déjà ça c'est génial, hein, et par la post-synchro. J'adore aussi le hors-champ, donc j'ai beaucoup pu... de toute façon, vous voyez la séquence dans la maison, par exemple, où il y a trois plateaux, on va dire. Il y a ce qui se passe à l'étage, ce qui se passe dans la rue et ce qui se passe dans la maison en bas. Mhm. J'avais déjà une idée précise en le tournant de ce qui serait à l'image. Et j'ai encore un peu plus, comment dire, modifié ça au montage. On peut le voir au storyboard? De quoi? Ouais. Ouais, alors, attendez, la maison, c'était avant la malle. Après la malmaison. C'est le cahier. Ouais, vous allez voir bah, tout le... Voilà. Donc, en fait, c'est exactement comme ça. Ah On oui. a, on a juste avant, on avait, si mes souvenirs sont exacts, Isis qui se fait virer. Ouais. C'est ça, avec un plan large des deux profil. Et elle, donc on reprend avec Fabrice qui ouvre la porte. Ah, Kato, je vais te faire un petit cochari. Tac, tac. Après, la silhouette qui le pousse à l'intérieur. Je pense que là, on va passer sur, c'est bien ça, le point de vue des flics. Les flics de face, mais je crois que je ne l'ai pas monté. Après, on les reprend à l'intérieur. Non, alors c'est ça où j'ai changé. Là, en fait, je trouvais ça plus intéressant de redécouvrir avec l'enfant. Donc ça, en fait, je l'ai monté, mais plus tard. Donc là, c'est l'enfant qui ouvre les yeux, qui entend. Et là, je suis restée un peu plus longtemps avec lui. Je suis moins repassée. Ça, je l'ai mis en hors-champ. Mais là, c'était le petit qui s'approche de la chambre et qui va écouter en haut de l'escalier. Non, non, c'était assez... Après, on est en bas avec eux. Après, on a quoi? Après, le petit qui voit le carnet. Ouais, c'est ça. Ouais. La baston en bas. L'autre, les chaussures. La bille, je clique. Non, c'est tout pareil. Là, l'autre qui arrive dans la rue. Mm. C'est intéressant de voir comment on part de l'idée de base et comment ça finit dans le film, voir ce que vous avez coupé comme ça, avec un storyboard comme ça, c'est assez concret. Concret. Non, non, c'était... Et même parfois, quand j'ai eu des... Je sais pas pourquoi j'avais besoin de faire des petits dessins. J'ai eu des moments, par exemple, dans la salle du trésor, où quand tout d'un coup... parce que les petits dessins, ça a ses limites. C'est-à-dire que les petits dessins, on va dire que, par exemple, pour les scènes de souterrain, où bah, un souterrain est un souterrain, on peut même tricher. On peut, d'ailleurs, je l'ai fait. Hein. Quand on n'a pas beaucoup de temps, bah, le champ contre champ, vous bougez les acteurs, vous ne bougez pas la caméra. Puisqu'en fait, on ne fait pas la différence. Moi, j'adore tricher. Donc, je l'ai dit ça tout de suite à tout le monde. Je vous préviens, j'adore tricher. C'est ce qu'il y a de plus chouette au cinéma. Je leur disais même, écoutez, voilà, si vous me trouvez 5 mètres de souterrain, je vous en fais 100 mètres. Je le filme en bas, par les pieds, en haut, machin. Et en fait, vous mettez ça juste à poser avec des gens qui marchent et on a l'impression qu'ils marchent dans un souterrain de 100 mètres, quoi. Et donc ça, moi, je trouve que c'est hyper jubilatoire. Et quand par moments, ça coinçait, effectivement, je faisais des petits dessins. Ok. Et alors, quelle est la scène dont vous êtes le plus fier et pourquoi? Alors, je sais pas pourquoi. Pareil, les scènes de la malmaison,
j'aime beaucoup ce moment à la Malmaison parce que c'est beaucoup en plan large. C'est un petit jeu de chat et de souris. Et, euh, et c'était un truc dont j'étais persuadée. Euh, et sinon, il y en a une autre que j'aime beaucoup. C'est un plan séquence avec un très très long travelling sous les quais à la Bastille. Et là, pour l'anecdote, c'est mon premier film. J'avais un gros budget, une grosse équipe. Donc, je n'avais fait qu'un court métrage qui se passait dans un cimetière qui durait 14 minutes, pour lequel j'avais eu 4 jours de tournage. Mais je savais déjà, ça je peux vous le montrer au storyboard, cette séquence-là, quand il marche, voilà. C'était un long plan séquence de eux qui marchent. Ouais. Voilà. Le rat, il était là déjà, la petite souris. Et après, c'était un long plan séquence. Et ça, quand je le tourne, j'avais le temps, mais pas trop le temps. Et on me dit, on va faire des serrés. Et je dis, bah non. On me dit, je dis, non, 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 ça sera, ça sera eux en petit. Et parce que moi, c'est ça qui me faisait rire, c'est d'avoir Lucchini devant, Jean-Paul Borde, l'expert ennemi, derrière, et les autres en sandwich, et tout le monde qui marche comme ça. Ça m'amusait pas du tout d'aller chercher des... J'aimais bien de voir cette joute verbale d'expert. On comprend pas trop, où ça parle très vite. Et c'est un peu chiant, hein, parce que je trouve ça drôle. Moi, les gens qui... Vous avez déjà vu des mathématiciens qui s'embrouillent ou on comprend rien. mais ils ont l'air de... Moi, ça me fascine, des gens ou des informaticiens quand on n'est pas informaticien. Et c'est ça qui m'amusait dans la scène. C'était de voir un sandwich avec deux experts qui... Et donc, tout le monde était un peu inquiet. Je sais que ça s'est appelé. Ils se sont dit, mais est-ce qu'elle sait ce qu'elle fait et tout ça. Et au final, tout le monde était content et ils ont vu que, ouais, j'avais raison. Le film d'aventure se fait de plus en plus rare au cinéma. Pourquoi, selon vous, est-ce que vous regrettez ça? Bah oui. D'ailleurs, quand j'ai fait ce film, j'ai fait le film que moi, j'avais envie de voir. C'était ça qui m'animait, en fait. Je le regrette, mais regardez, il paraît que ça revient. Donc, super. La preuve. Qui dit film d'aventure dit souvent monument. Comment est-ce que vous avez, du coup, géré cette problématique des décors? Est-ce que vous avez pu tourner dans les vrais lieux? J'ai triché. Comment vous dire que j'ai tourné mon film quelques mois avant les JO? Ah oui. Donc, c'était panique à bord parce que les trois quarts des monuments de Paris étaient très rapidement recouverts par des gradins. J'ai fait une journée de tournage en pré-tournage. C'était avant mon premier jour de tournage pour avoir la Concorde. Et encore, la Concorde, j'ai même pas pu la voir comme je voulais. Je l'ai eu du point de vue de la Madeleine en longue focale parce que il y avait déjà des gradins à gauche et des gradins à droite. J'ai eu des problèmes d'autorisation. Parce qu'elles étaient toutes données et que donc j'ai dû tricher, c'est-à-dire me mettre à des endroits où je voyais les monuments mais en longue focale ou faire marcher un personnage après le long d'un mur et puis voilà, j'ai fait du Louvre ailleurs, j'ai fait du Caire à Casablanca, j'ai été au Caire, en revanche les pyramides je les ai eues et ça payait tout. J'ai eu les pyramides du Caire pour mon équipe et pour moi, que pour moi, au lever du soleil, un matin, entre 5h et 9h du matin, avec des opérateurs de drones égyptiens qui étaient extrêmement performants. C'était dingue. Voilà, mais j'ai triché. Mais vous savez quoi, j'ai eu un problème avec le château de la Malmaison, mais c'est pas grave, j'ai triché. J'ai eu un problème avec le Père-Lachaise, mais j'ai triché. J'avais des producteurs qui me soutenaient énormément, donc quand il y avait des problèmes, on trouvait des solutions. Même parfois, c'était des solutions moins chères, puisque c'était pas tout à fait complètement le vrai monument. Mais c'est pas facile de tourner à Paris. Ouais. C'est pas facile, non. Surtout à quelques mois des JO. Surtout à quelques mois des JO. Alors là, c'était... Oui. Et alors, est-ce que vous travaillez déjà sur un nouveau projet? Alors, je vais réaliser quelque chose, mais que j'ai pas écrit. Je vais réaliser une série. D'accord. Pas tout de suite, dans un an. Je vais donner ça sera dans un an, mais je vais rentrer en prépa en novembre. Une série écrite par Laurent Tirard, avant qu'il meure, voilà, sur la conquête de Mars et la compétition entre l'Agence spatiale européenne et les Américains. Okay. Voilà, c'est d'actualité. Bah oui. Et c'est sous forme de comédie, mais pas que. Voilà. Okay. Et sinon, évidemment, je ne fais que ça. Je tourne en rond, je suis comme un lion. J'ai trop de sujets et j'ai beaucoup de sujets assez dramatiques étrangement. Et après avoir tourné ce film, et surtout, je me suis rendu compte qu'un projet, ça vous occupe longtemps avant qu'il soit fait. Il faut pas se tromper quand on choisit. Et la chose dont je suis fière, c'est un peu ce mélange des genres. J'adore que les gens me disent
qui sont beaucoup aimés la légèreté et que c'est un film qui fait du bien. Je trouve que la légèreté n'est pas du tout synonyme d'insuffisance, euh, que la légèreté, c'est bon, qu'elle est au cinéma pour se changer les idées et en même temps enfin voilà, passer un bon moment et en même temps apprendre des trucs. Oh, je trouve ça chouette, quoi. Donc peut-être que je vais creuser, je vais continuer à creuser dans cette voilà, mais j'ai pas encore totalement trouvé. J'ai quelques pistes. Voilà. Quelques pistes. Et alors, on termine toujours par la même question dans The Cinema Show. Cette question, c'est la suivante. Quel est le dernier film au cinéma ou même à la maison qui vous a marqué? L'histoire de Suleiman. Ah ouais, vous avez adoré? J'ai adoré. J'ai trouvé que c'était le film parfait. D'abord, moi, j'adore les films où on rentre directement dans l'action et on découvre pas une forme de narration classique où exposition du personnage et au bout de 10 minutes, bam, il lui arrive un truc. J'aime bien découvrir qui il est le long de la narration. Je trouve que c'est un film divertissant et politique en même temps, engagé. Et ça, je trouve que c'est rare. Parfois, le film engagé n'est pas forcément divertissant. Et c'est pas un vilain mot, le divertissement. Et je trouve que du coup, la portée de son film est d'autant plus forte et puissante. Je trouve que c'est un film beau. Je trouve que c'est un film magnifiquement interprété, magnifiquement découpé. J'adore l'idée qu'ils aient filmé tout à vélo. Il y a quelque chose de vrai, sincère, cinématographique, terriblement cinématographique. L'histoire du gars, en plus, enfin la dernière séquence, elle vous arrache les tripes. Nina Meurice, elle est dingue. Elle mérite son César. J'ai adoré ce film. Ok, Adoré. on termine alors sur ces beaux mots et ce conseil film. Et si vous voulez de l'aventure, vous pouvez toujours retrouver dans les salles obscures le premier long métrage de notre invitée, Barbara Schulz, Le secret de Khéops. Merci beaucoup Barbara pour l'échange. Bah, merci à vous. Merci. Salut Montpellier. À bientôt. Salut Paris. Can she be late for her cinema show? Cinema show.